Donc, on avait vu que l'endroit qui protège la personne, c'est la ville et ce troum. Là-dessus, donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va, comme très souvent dans les questions de Gemara, s'intéresser aux limites. À l'intérieur du troum et dans la ville, on est protégé. En dehors du troum, on n'est pas protégé. Ça, c'est clair. Comme très souvent, la question qui va être, c'est dans les situations qui sont entre l'un et l'autre, ou et l'un et l'autre, etc. Donc, c'est ce qu'on va regarder. La Mishnah dit la chose suivante. Ilan, un arbre, chez Omed Betoch Atroum, qui se tient dans le troum, donc dans la zone de la ville, de la ville de refuge, donc il n'y a pas de problème, dans une zone ici où le Otséar, donc le meurtrier, est protégé. Donc, quand on dit qu'il se trouve dans, on parle ici du tronc qui est enraciné dans la zone de la ville. Vénofo, mais on appelle ça, neuf, la partie, on appelle ça un arbre, l'ornement, je sais pas. Non, pas le tronc, justement, le branchage, voilà, les branches, voilà, ben, les branches. Il y a un terme pour parler d'ensemble. Donc, les branches, par contre, elles, notées, tendent à l'extérieur du trou. Donc, on a un arbre, donc vous avez une partie de. Donc, l'arbre lui-même, le tronc est dans la zone, dans le trou. Par contre, les branches, elles vont à l'extérieur. Très bien. C'est des questions souvent qu'on se pose pour tout à fait autre chose. Par exemple, si quelqu'un il a un jardin, il a un verger, il a un arbre et il y a des branches qui donnent sur l'extérieur, en termes de dommages, par exemple, si ça cause un dommage, en termes de profit, si quelqu'un veut manger des fruits, est-ce qu'il va manger des fruits, etc. Donc, c'est une question qu'on trouvera très souvent en termes de propriété, à qui appartiennent les branches. D'accord. Ici, ce n'est pas une question de propriété, c'est une question de justement, je vais essayer de faire simple pour l'instant, c'est une question de résidence. C'est-à-dire, où est-ce que je me situe? De localisation. La question, ce n'est pas de savoir à qui ça appartient, mais c'est parce qu'il est nulle part écrit qu'il faut habiter dans un endroit qui appartient à une ville de refuge. Ce n'est pas une question de propriété. Est-ce que je suis localisé dans la ville de refuge ou pas? Si je suis dans la ville de refuge, je suis protégé. Si je ne suis pas dans la ville de refuge, je ne suis pas protégé. La question qui se pose évidemment, c'est imaginez-vous le rotière qui se promène sur les branches d'un arbre qui a le tronc dans la ville de refuge, mais les branches, elles, sont à l'extérieur. Et puis il nargue le Goël Adam qui se trouve en dessous. Le Goël Adam, il lui dit non, mais là, tu n'es plus dans la ville de refuge. Il dit bah si, puisque l'arbre est dans la ville de refuge. Donc c'est ça la question. Ou bien, Omed Chutzlatrum Venofonote Betaratrum. L'arbre se tient en dehors de la zone de refuge, donc le tronc se trouve en dehors de la ville de refuge, et Nofo et ses branchages, noté Betoratrum, lui, donc les branchages, eux, vont vers la ville de refuge. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la règle? Qu'est-ce que vous auriez dit? Le Icar, c'est quoi? Est-ce que d'abord on va d'après le Icar? C'est pas si évident. Le Icar, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on va dire qu'il y a une chose qui est essentielle et qui amène le reste ou pas? Ou est-ce que simplement on se fiche de savoir le tronc, le branchage? Ben, tu vois où est la limite, tu imagines une frontière virtuelle et ben, ça dépend de quel côté tu es, c'est tout. D'accord? C'est tout à fait possible d'imaginer ça. La Mishnah ne va pas dire ça. La Mishnah va dire effectivement qu'on va aller d'après le Nof. C'est-à-dire où se trouve le Nof. C'est le Nof qui détermine. C'est-à-dire les branchages qui vont déterminer. Voilà. Et pas d'après le tronc. Donc, comment est-ce qu'on prend la Mishnah? Première lecture de la Mishnah, c'est qu'on va voir maintenant, ce qu'on appelle la lecture normale, la Mishnah, avant qu'on lise la Gemara. C'est que les deux situations qu'on a dans la Mishnah, on va maintenant donner la halakha pour ces deux situations-là. Si le tronc se trouve dans la ville de refuge, il branche hors de la ville de refuge, d'accord? Vous avez bien l'idée en tête. Hein. S'il se trouve sur les branches, est-ce que le rosaire peut le tuer ou pas? Non. Bien sûr que si. C'est les deux. On va d'après le branchage. D'accord. S'il se trouve sur le tronc, bah aussi oui. Puisqu'on dit tout va d'après le branchage. Tout va d'après le branchage, c'est-à-dire que ce sont les branchages. Autrement, on n'aurait pas dit tout va d'après le branchage. Autrement, on aurait dit s'il est d'un côté, il est là, c'est tout. Dire que tout va d'après le branchage, ça veut dire qu'on va déterminer l'arbre en fonction des branchages. C'est ça, tout va d'après le branchage. Et inversement,
Si maintenant le tronc se trouve en dehors de la ville de refuge, mais les branches sont dans la ville de refuge et lui se trouve sur les branchages, donc il est dans la ville de refuge sur les branchages, c'est un droit de tuer ou pas? Non, certainement pas, parce qu'il est. Mais et s'il se trouve sur le tronc en dehors de la ville de refuge? Oui, non plus. Non plus. D'accord? Est-ce que tout le monde m'a compris là? Parce que là, c'est que la première partie. Ça va aller en se complexifier encore la suite. D'accord? Là, c'est vraiment le plus simple. Donc, on recommence. La manière de comprendre la Mishnah pour l'instant est la suivante, c'est de dire tout va d'après le branchage, c'est-à-dire qu'on va considérer la totalité de l'arbre en fonction de la localisation du branchage. Donc, si le branchage est à l'extérieur, c'est tout l'arbre qui est considéré comme l'extérieur. Si le branchage est à l'intérieur, c'est tout l'arbre qui est considéré comme à l'intérieur. D'accord? Alors, c'est étonnant, ça renverse, on va dire, une idée commune, on va dire, un arbre, l'essentiel d'un arbre, c'est le tronc, la racine, etc. D'accord? C'est bon. C'est-à-dire que la situation pourrait être différente en hiver et en été. Il se trouve sur le tronc à l'extérieur de la ville et qu'en été, les branchages sont à l'intérieur. Si on a élagué l'arbre, par exemple, là, ça va changer. Là, ça va changer. Exactement. Donc, si on a un arbre qui n'a plus rien, eh bien, dans ce cas-là, on fera en fonction de là où il y a des branchages, c'est-à-dire simplement là où il y a le tronc. Effectivement. Donc, ce n'est pas une règle absolue. C'est là où se situent les branchages. D'où ça sort un truc pareil? Pourquoi ce serait comme ça, etc. D'accord? Oui. Ce qui caractérise l'arbre, par essence, c'est son branchage vu de loin. Enfin, globalement, dans une forêt, on voit les branchages, on ne voit pas les troncs. Caractérise un arbre, ça dépend de quoi on parle. Tout le monde vous dira c'est les racines qui caractérisent un arbre. L'essentiel de la. Parce que vous pouvez couper les branchages. Tant que vous avez le tronc et les racines, vous avez l'arbre, il est toujours là. Ok, donc, tout à fait. Les branchages ne vous servent à rien. Oui, mais par l'allure extérieure, par l'aspect, l'impression d'arbre, elle est donnée. Peut-être. Vous avez raison, mais pourquoi pour les villes de refuge, ce serait ça qui déterminerait l'aspect extérieur? Pourquoi est-ce qu'on dirait pas ce qui détermine, c'est plutôt l'essentiel de l'arbre, ce qui lui donne la vie, je ne sais pas, on pourrait tout imaginer, d'accord? Je pensais que c'était comme pour un aliment, quoi. Où on retrouve l'odeur dominante d'un aliment, on va savoir si on fait maisonnote ou si comment on le caractérise. Donc, pour l'arbre, c'est le branchage, quoi, qui est spécifique de son aspect, quoi. Encore une fois, vous allez voir que ce n'est pas aussi évident. De fait, là, on a parlé de la ville de refuge. Vous allez voir que ce que va faire la Gemara, première salve d'attaque, c'est d'opposer cette Mishnah à une autre Mishnah qui ne parle pas des villes de refuge, mais qui parle du même genre de problème, de la position où se trouve un arbre. On est obligé de reprendre. On est obligé de reprendre juste un petit instant parce que là, il faut être très, très clair. On a un arbre qui peut se situer, le tronc, soit dans la ville de refuge, soit en dehors de la ville de refuge. Ça, c'est clair. Les branchages, à l'inverse, se trouvent de l'autre côté. Alors, la Mishnah pose la question, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? La règle qui est donnée dans la Mishnah, ce sont les branchages qui déterminent. Comment est-ce qu'on comprend ça? Les branchages ils déterminent pour la totalité de l'arbre. C'est-à-dire que là où se trouve le branchage, je vais considérer que tout l'arbre se trouve de ce côté-là. Donc, imaginez-vous si les branchages se trouvent en dehors de la ville de refuge, même si le rotzer se trouve sur le tronc dans la ville de refuge, le Goélandam aurait le droit de les tuer. C'est comme ça qu'on comprend la Mishnah. Ou inversement, si les branchages se trouvent dans la ville de refuge et que le rotzer se trouve en dehors de la ville de refuge sur le tronc, il n'a pas le droit de les tuer. Voilà comment on a compris la Mishnah. Et on a objecté contre cette Mishnah à partir d'un autre enseignement. Ilan, un arbre, chez où Omed, Bifnim, il faut enlever la parenthèse pour remplacer par Bifnim, Venoté la chutz, ou Omed Bachutz, Venoté l'Ifnim. Donc un arbre qui se trouve à l'intérieur, on va expliquer tout de suite de quoi il s'agit, ça n'a rien à voir avec la ville de refuge cette fois-ci, et qui tend vers l'extérieur, ou qui se tend vers l'extérieur, ou qui se trouve à l'extérieur et qui tend vers l'intérieur. Alors la règle est la suivante, ce n'est pas du tout la règle des branchages, justement, c'est pour ça qu'il y a cette section. Si c'est à partir de la muraille et l'intérieur, ce sera considéré comme l'intérieur. À partir de la muraille et l'extérieur, ça sera considéré comme l'extérieur. Donc on se fiche de savoir, en vérité, où se trouvent les branchages ou le tronc, on coupe l'arbre à l'endroit de la frontière. C'est-à-dire, on ne tient pas compte en fait d'une règle, c'est ni les branchages qui déterminent, ni le tronc qui détermine. On imagine une frontière qui traverse l'arbre et on appliquera à l'arbre exactement la même chose qui se place au sol. Comme la situation au sol, je la projette dans l'arbre. D'accord? De quoi on parle là-bas? On parle du dîme de Maaser, Maaser Sheni en particulier,
et de manière générale des règles de toutes les choses qu'on a l'obligation de manger uniquement à Yerushalayim. Il y a des choses qu'on doit offrir au Beth Amikdash, d'accord, on doit offrir au temple. Certains korbanot, par exemple, certains maserot qu'on doit offrir, certaines dîmes, mais qu'on a l'obligation de manger Melifnim Achoma, c'est-à-dire à l'intérieur de Jérusalem jusqu'à la muraille de Jérusalem. C'est vrai pour le Korban Pessah, c'est vrai pour différents types de sacrifices. D'accord ? On va prendre l'exemple de Maaser en particulier parce qu'il va nous servir pour la suite aussi. C'est quoi Maaser Sheni ? Il y a plusieurs dîmes. Première chose qu'un agriculteur prélève, qu'on appelle la terouma. D'après la Torah, il n'y a pas de mesure. Les Chachamim ont estimé une mesure moyenne de 1/40 de la récolte. On la donne au Kohen. Très bien, il a sa terouma. Ensuite, on prélève la dîme, donc c'est 1/10 de la récolte. Ça, par contre, c'est fixé par la Torah. Et on donne aux Lévis. Le Kohen et les Lévis n'ont pas le droit de posséder des terres, donc ils n'ont pas de revenus, pas de moyens de subsistance. Donc, on leur donne la trouma et le maaser. Ça, c'est vrai toutes les années où il y a des récoltes, c'est-à-dire 6 ans sur 7, puisque la 7e année, c'est la Shemitah, il n'y a pas de récolte, c'est interdit de travailler la terre, donc on ne donne rien la 7e année. Maintenant, une fois qu'on a donné le premier maaser, on va donner un deuxième maaser. Tout le temps, on le donne. Par contre, ça change, la destination change de ce maaser. Année 1, 2, 4, 5 du cycle de 6, on donne ce qu'on appelle le maaser sheni, le deuxième maaser. On prélève le deuxième maaser. On va expliquer tout de suite ce que ça signifie. Année 3 et 6, on donne le maaser des pauvres. Alors, on va commencer par le maaser des pauvres. Le maaser des pauvres, c'est qu'on prend un deuxième dixième et on le donne aux pauvres de la ville dans laquelle on habite. D'accord ? Donc, j'ai pris la trouma, j'ai donné à Kohen. J'ai pris une première dîme, j'ai donné aux Lévis qui habitent pas loin de chez moi, d'accord, là où je suis. Et ensuite, l'année 3 et l'année 6, je donne un deuxième maaser aux pauvres des gens qui m'entourent, d'accord, voilà, aux pauvres que j'ai envie. L'année 1, 2, 4, 5, ce deuxième maaser, je ne le donne pas aux pauvres. Je dois l'amener à Jérusalem, à Yerushalayim, et le manger là-bas, c'est pour moi-même, avec ma famille, mes amis. Et en vérité, quand j'en vais avec des grandes récoltes, évidemment, il ne faut pas tout finir. Donc, on invitait tous les gens qui étaient à Jérusalem, qui étaient des étrangers, qui étaient des pauvres, qui étaient des gens, des Lévim, etc., etc. Donc, l'idée, c'était de faire une sorte de grand festin de la famille, mais en même temps, en étant obligé d'inviter, parce qu'on n'avait pas le droit de le détruire, de le plier pour rien. On n'avait pas le droit de le sortir de Jérusalem, de l'emmener avec nous. Donc, on était obligé de consommer sur place. Donc, nécessairement, on invitait plein de monde. Ça, c'est l'année 1, 2, 4, 5. Il y a une possibilité pour ce maaser-là de le racheter. Parce que quelqu'un qui n'a, imaginez-vous, que des raisins, il se retrouve avec juste le dixième de sa récolte, c'est des camions de raisins, d'accord ? Il ne va pas manger que des raisins, c'est absurde. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va racheter lui-même ce deuxième maaser. Donc, combien ça coûte pour le prix du raisin ? Plus un cinquième. Il rajoute un cinquième de la valeur des raisins. Et cet argent-là est considéré comme Kodesh, comme consacré. C'est comme quelque chose vraiment de sacré. Il va à Jérusalem et il va acheter avec cet argent-là la nourriture, la même chose, et cette fois-ci ce qu'il a envie. Généralement, c'était des sacrifices que l'on faisait et qu'on partageait ensuite, du pain, etc., etc. Donc, il a la même chose qu'il invitait plein de. Donc, Jérusalem était constamment le lieu d'un échange commercial. On va pas entrer là-dedans, c'est hyper intéressant. C'est une autre monnaie en vérité que la monnaie habituelle, donc il y a une sorte de monnaie du temple. Ce n'est pas les marchands du temple, mais presque. Donc il y a une sorte de banque centrale du temple qui fonctionne avec un circuit fermé, qui n'est pas l'argent qui fonctionne à l'extérieur, ça c'est un autre problème, et qui sert à l'achat des sacrifices, des biens, de la nourriture. Et donc les marchés de Jérusalem étaient toujours pleins, parce que les gens venaient pour acheter, et puis il y avait tout le temps à manger, et les gens venaient, et qu'on soit juifs, non-juifs, riches ou pauvres, etc., les gens étaient toujours invités à leur table. Donc Jérusalem était un lieu de très grande convivialité. Alors, une règle importante, c'est qu'il fallait que ce soit, on a dit, ça ne serve qu'à cela, évidemment, mais il ne fallait pas que ça sorte de Jérusalem. Donc, obligatoirement, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, dès qu'on sortait de la muraille, on n'avait plus le droit de manger du maaser sheni. D'accord ? Autre règle, dans l'autre sens cette fois-ci, c'est la règle du rachat. On a dit, je ne peux pas manger tout, donc ce que je fais, c'est que je rachète. Mais par contre, je ne peux pas racheter à Jérusalem, il faut que je rachète en dehors de Jérusalem. Donc avant d'arriver à Jérusalem, une fois que je suis rentré à Jérusalem avec du maaser sheni, je suis obligé de le manger à Jérusalem, parce qu'il est déjà arrivé à Jérusalem. D'accord ? Donc,
Quand je suis dans ma ville ou sur le chemin, je rachète et j'arrive avec de l'argent. Je rentre avec de l'argent à Jérusalem, cet argent est l'argent de Maaser Sheni. J'ai fait très attention, il ne faut pas qu'il se mélange avec un autre argent, il faut vraiment qu'il serve qu'à ça, etc. Et j'achète tout ce qu'il faut. Par contre, si je suis rentré avec la nourriture, je dois consommer cette nourriture sur place. D'accord? C'est bon? Donc voilà l'importance de la muraille. D'un côté de la muraille, à l'extérieur de la muraille, je peux racheter, mais je ne peux pas manger. De l'autre côté de la muraille, dans la ville, je peux manger, mais je ne peux plus racheter. D'accord? Donc j'ai un arbre, il se trouve d'un côté de la muraille, ou de l'autre, la question va se poser des deux côtés, et il y a les branches qui vont soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, la règle, ce n'est pas du tout ce qu'on a dit par rapport aux villes de refuge. On dit, bon, en vérité, ça n'a aucune importance de savoir, tu imagines une frontière. Si tu te trouves d'un côté de la muraille, eh ben, tu peux manger et tu ne peux pas acheter. Si tu te trouves de l'autre côté de la muraille, tu peux acheter mais tu ne peux pas manger. D'accord? Alors, pourquoi la règle de la Mishnah de la ville de refuge n'est pas comparable à la règle du Maaser? Réponse que vous pouvez supposer. Juste 9, c'est forcément dessus, c'est aussi en dessous. Non? Alors, c'est une très bonne question, ça. Nous, on va ensuite Rashi et le commentaire, le plus bas de Mfarshim, pas comme le Rambam, par exemple, et le Meiri, qui disent que quand on parle du 9, c'est vraiment dans le 9. Il semble que le Rambam dise, même si je suis en dessous du 9, mais ça c'est déjà compliqué, on va pas. Ouais. Il monte des branchages, c'est une petite cabane. C'est comme le Rambam. Non, généralement, on comprend Rashi sur place, la plupart. Nos faux, il s'assoit sur les branchages et il mange. Vous parlez de quel cas? Chaque fois qu'on dit neuf, on suit d'après Rashi, c'est vraiment dans les branchages eux-mêmes. Alors, pourquoi pour les villes de refuge, la règle, ce serait le neuf, là où se trouvent les branchages, et en fonction des branchages, on a dit tout l'arbre. Et alors que pour le dîne de Maaser, c'est en fonction de la muraille, simplement, d'un côté ou de l'autre de la muraille. Voilà, tout simplement. C'est que la Torah elle-même a insisté pour dire qu'il y a une zone où tu peux manger parce qu'il y a une forme c'est l'endroit qui est consacré. Qu'est-ce qui fait que l'endroit est consacré? Justement, c'est la muraille qui est consacrée. D'ailleurs, c'était très précis la manière dont on consacrait Jérusalem. Jérusalem était toute petite au début. Au fur et à mesure, elle s'est agrandie. Et quand elle était agrandie et qu'on mettait la muraille, il y avait toute une forme de procédure de consécration de l'endroit. Donc, du moment que tu es de l'autre côté, peu importe, tu n'es pas lu dans l'endroit sacré. Donc, quand on est dans le domaine du sacré, alors effectivement, là où tu te trouves, ça n'a aucune importance. Il y a la muraille qui fait une limite au sacré. Voilà. Alors, même si là, on va dire que tu appuies sur le branchage ou sur le tronc, ça ne change rien. Tu as une sorte comme ça, de sphère du sacré, comme ça, qui est au-dessus de Jérusalem. Et ben, une fois que tu es sorti, regardez, c'est la réponse que va donner la Gemara. Elle va même donner, à l'inverse, une logique. Pourquoi est-ce que pour la ville de refuge, ça va être des branchages? Parce qu'on pourrait dire, d'accord, je n'ai pas le sacré, mais aussi, je peux quand même imaginer qu'il y a une limite. La ville de refuge, c'est la ville de refuge. Donc, alors, la Gemara va dire. Est-ce qu'on a besoin de relire? C'est bon jusqu'ici, hein, ça marche? Mm-hmm. Alors, la Gemara dit Maaser Aaron Miklat Karamit. Le Maaser aux villes de refuge, tu objectes. Tu objectes ici un domaine de la lacha, un autre domaine de la lacha, mais qui n'ont rien à voir. Maaser Bechoma Talarachamana. Le Maaser, la Torah a fait dépendre sa consommation de la choma, de la muraille. D'accord? Alors que pour les villes de refuge, la Torah n'a jamais dit que c'est jusqu'à la muraille de la ville de refuge, puisque là, il n'y avait pas de muraille, on est dans la zone qui entoure la ville. Mais la Torah dit Ve'yashav, il devra être installé. Ce qui compte, c'est l'habitation. Où est-ce qu'on habite? Or, où est-ce qu'on habite plus facilement? Sur le tronc, d'accord? Ou dans les branchages? Est-ce que c'est le tronc qui sert à l'habitation ou les branchages? Alors, la Gemara dit Nofo mitaderle, bikarolo mitaderle. Dans le Nof, on habite, plus, mieux habité, on va dire. Mais dans le tronc lui-même, non. On aurait pu dire exactement le contraire. C'est plus le tronc qui sert à l'habitation. On aurait pu dire que pour l'arbre,
Oui. Et donc, mais c'est pas ce qu'on a dit. Oui, non, c'est ce qu'on a, quand on a vu la Mishnah au début, on a nous-mêmes supposé ça. C'est pour ça qu'on a dit que. Mais que pour les Harimit là, tout dépend où on est, au-dessus de où. Alors justement, c'est ce qu'on dit pas, aucune des deux n'est dit. Voilà, ce que va dire la Gemara, elle va dire l'arbre est à considérer concernant les villes de refuge, c'est-à-dire en fonction du domaine, mais concernant la ville de refuge, c'est où est le lieu de l'habitation de l'arbre, quelle est la zone de l'arbre qui sert à l'habitation. Et là, on entend beaucoup mieux ce que vous disiez par rapport au Rambam. Dire qu'on habite mieux dans les branchages que dans le tronc, je sais pas. Alors, on peut dire qu'on habite à l'ombre d'un arbre, etc. S'installer, ça s'entend beaucoup mieux, effectivement. Mais encore une fois, on va suivre l'opinion de Rashi, qui est dire que les branchages, les gens les arrangeaient, mettaient, je sais pas, construisaient des cabanes, toutes sortes de choses. C'était des lieux d'habitation. Le tronc lui-même, non, d'accord, c'était pas nécessairement l'endroit où on habitait. Donc, on se considère là, concernant l'habitation, la seule chose qui m'intéresse, c'est où se trouve l'habitation de l'arbre. L'habitation de l'arbre, c'est le branchage, c'est pas le tronc. Alors que pour la ville de refuge, on sent que c'est quand même fragile comme explication. Mais la Gemara aurait pu s'arrêter là et se suffire de ça. Alors que la Gemara ne s'arrête pas à cette explication. Elle a dit, voilà, tu m'as opposé, finalement, ce sont deux domaines de la halakha différents avec des règles différentes, donc tu ne peux pas appliquer l'une sur l'autre. Très bien. Sauf que, on va… Mais pour moi, oui. C'est l'endroit, c'est la sève de l'arbre. Non, oui, mais ça, on se fiche. Mais on n'est pas en train de parler du fruit de Maaser, ce n'est pas ça notre question. On ne dit pas le fruit, ce n'est pas ça du tout la question. La question, ce n'est pas ça du tout. La question, c'est où est-ce que je mange mon Maaser. Moi, je viens du nord d'Israël, je viens de Akko, d'accord. J'arrive à Jérusalem avec des fruits de Maaser que j'ai ramenés de Akko. Donc, voilà. Voilà. Où est-ce que je peux manger mon fruit? Donc, mon fruit de Maaser. Ce n'est pas les fruits du. Ah non, non, tout, rien à voir. C'est en ça que c'est comparable. Autrement, c'est pas du. Encore une fois, je suis. Il faut que ça se ressemble. Dans les deux cas, je suis assis sur mon arbre. Je suis assis sur le tronc ou je suis assis sur les branchages. D'accord? Comme ce rotseur qui est dans la ville de refuge. Et on te dit, mais tu regardes, si c'est pour Maaser, tu me dis que du moment qu'il est de l'autre côté de la Choma, il ne fait plus partie de l'arbre. Alors que pour Arémik, là, tu me dis, dis-moi, s'il est de l'autre côté, ça ne change rien. D'accord? Je ne comprends pas ce que tu dis. Réponse, c'est deux règles différentes. Donc, on est en train de parler comment je localise un arbre pour la personne qui s'installe dessus. C'est vraiment ça la question. Ce n'est pas pour les fruits qu'il va donner, etc. C'est aussi une question intéressante. D'accord? Imaginez-vous un arbre. Pas par rapport à ma série ici, pas pour ces questions-là, mais un arbre qui serait en dehors d'Eretz Israël, par exemple, et qui aurait les branches en Eretz Israël ou inversement, etc., à savoir est-ce qu'il soit exclu de Baretz. Donc, le même genre de questions, mais qui sont tout à fait différentes ici. D'accord? Parce que la question, c'est effectivement de quelle terre il a pris. Mais là c'est moi qui suis installé dans l'arbre. Dans les deux cas, on parle de quelqu'un qui est installé dans l'arbre. Où est-ce que je suis, en fait? Est-ce que je fais abstraction de l'arbre? C'est ce qu'on me dit, en fait, pour les Shalem. Fais abstraction de l'arbre en vérité, ou bien on va dire non, pas du tout, tu regardes en fonction des branchages. Et que je peux très mettre dans la ville de refuge en étant à l'extérieur de la ville de refuge, ou à l'extérieur et en étant à l'intérieur. D'accord? En fait, la limite du lieu s'évalue selon la fonction du lieu. Exactement, tout à fait. Exactement ça, tout à fait. Ce qui est normal, c'est-à-dire que ce n'est pas une règle absolue, c'est qu'en fonction de la halakha et de la fonction que tu attends de cette chose-là, ben, ça va dépendre. Alors, on n'a pas du tout fini. Ça, c'est la première objection. C'est une objection d'une Mishnah contre une Mishnah. Mais c'est deux Mishnayot qui parlent de deux sujets complètement différents. Donc, la réponse est assez facile. C'est deux sujets différents. Il y a également une différence de fond qui fait qu'on ne peut pas comparer l'un à l'autre. Sauf que la Gemara va revenir en comparant cette fois-ci le même sujet. On continue. Maaser à Maaser. Très bien. Alors, je vais te objecter maintenant le Maaser au Maaser. Donc, ce n'est pas une objection contre notre Mishnah à nous, c'est une objection contre l'autre Mishnah que tu as ramené pour le Maaser. Tu m'as dit que dans la Mishnah du Maaser, tu fais en fonction de la Choma. D'accord? Je vais te donner une autre Mishnah qui parle aussi de Maaser, où ce n'est pas le cas. Détania, car on a enseigné. Birushalayim, Halech Acharanov. À Yerushalayim, tu vas d'après le branchage. Bare Miklat, Halech Acharanov. Et dans les villes de refuge, tu vas aussi d'après le nord. Donc, on a clairement ici une Mishnah qui me dit que, autant pour Jérusalem que pour les villes de refuge, je suis le branchage. C'est la même règle. Donc, ça ne me pose pas de problème du tout pour ma Mishnah. Au contraire, ça va très bien avec ma Mishnah. Ça pose problème pour la Mishnah de Maaser.
Réponse. Amar Rav Kahana a répondu, la kashia, c'est pas difficile. C'est une marloquette en fait. Rabbi Yehuda, la Rabbanan. Une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Discussion entre les deux. L'un va considérer que dans les villes pour Jérusalem, c'est comme les villes de refuge. On regarde le lieu d'habitation, le Nof. Et l'autre va dire non, pas du tout. Tu regardes, tu imagines la muraille et tu fais monter la muraille. D'où est-ce qu'on connaît cette marloquette? Les Tania, car on a enseigné. On tourne la page. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Beme'ara holech achar pitra, be'ilan holech achar nofo. Donc Rabbi Yehuda a dit que s'il s'agit d'une grotte, et je vais avoir la même question, j'ai une grotte dont l'essentiel de la grotte se trouve d'un côté de Jérusalem ou de l'autre. D'accord? Maintenant, l'ouverture se trouve de l'autre côté. Donc, soit l'ouverture se trouve dans Jérusalem, mais l'essentiel de la grotte se trouve sous terre, à l'extérieur de Jérusalem, ou inversement. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Il dit pour la grotte, tu regardes l'entrée de la grotte. C'est l'entrée de la grotte qui détermine. Donc, tu ne vas pas imaginer une frontière souterraine, d'accord? Sous la Choma, qui viendrait couper la grotte en deux. Tu imagines, voilà, là où tu es rentré, toute la grotte appartient à cet endroit-là. Donc, si l'entrée de la grotte se trouve en dehors de Jérusalem, même si la grotte va sous Jérusalem, tu n'es pas à Jérusalem en vérité. C'est ce qui t'a donné accès. À l'inverse, si l'entrée de la grotte est à Jérusalem et que la grotte va sous la partie qui soit à l'extérieur de Jérusalem, tu es encore à Jérusalem tout en étant parti à l'extérieur, d'accord? C'est l'entrée de la grotte qui détermine. Dès que tu rentres dans la grotte, l'ensemble de la grotte en vérité est déjà là à cet endroit-là. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda pour la grotte. Par contre, pour l'arbre, pour l'arbre, tu vas d'après le branchage. Alors, il y a presque une opposition en vérité entre la grotte et l'arbre. Parce que, et pour la grotte et pour l'arbre, surtout si je comprends d'après Rashi, j'ai un endroit d'accès et j'ai le lieu même de l'habitation, si vous voulez. Donc, pour accéder au branchage, il faut monter par le tronc. Pour accéder à la grotte, il faut rentrer par l'entrée. D'accord? Or, la règle est inverse. Je ne vais pas dire que pour pouvoir accéder au branchage, je suis bien obligé de monter par le tronc. Donc, c'est le tronc qui détermine. Comme pour entrer dans la grotte, je suis bien obligé d'entrer par l'entrée de la grotte. Donc, c'est l'entrée de la grotte qui détermine. Le même Rabbi Yehuda va dire, pour la grotte, tu regardes le point d'accès, alors que pour l'arbre, tu regardes l'essentiel de ce qu'est l'arbre lui-même. D'accord? Et qu'il y a un tronc qui amène. Alors, si on ne dit pas, d'après Rashi, si on dit d'après Rambam, justement, ce n'est pas du tout la même chose, la grotte et l'arbre. Ce n'est pas l'un l'opposé de l'autre, puisque ce n'est pas nécessairement le point d'accès. Vous m'avez suivi? Donc ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Les Chachamim, eux, c'est l'opinion qu'on a vue tout à l'heure, qui disent, non, pas du tout. Pour l'arbre, tu imagines, encore une fois, la frontière qui sépare. Donc Rabbi Yehuda, pour lui, il n'y a pas de différence entre les villes de refuge et le Maaser, qui est Jérusalem. Chachamim disent que oui. D'accord? On avance un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie par parler de douche? L'opinion des Chachamim, elle est facile à comprendre. On a dit. On a une muraille. La muraille, c'est celle qui, d'après Rabbi Yehuda, ça veut dire que du moment que Ça veut dire que quand on doit manger, que ce soit comme un Bessar, un Chénier, j'en sais rien. Être dans Jérusalem, c'est être sur une terre, pas être sur un lieu d'habitation. Être sur une terre qui est. Non, c'est un lieu. Pourquoi ce ne serait pas un lieu d'habitation? C'est un lieu qui a été consacré, qui est sur une tente, sur une estrade, à l'étage. C'est pas être sur le sol de Jérusalem. À aucun moment, c'est le sol de Jérusalem. C'est un espace qu'on détermine. C'est pas une terre qu'on a. La terre n'est pas sacrée. Faire attention à ça. Quand on voit la grotte, même si l'entrée d'un côté et de l'autre, peu importe. Ça veut dire que puisque la seule façon d'entrer, c'est par là, c'est comme une maison. En parlant des Chachamim. Les Chachamim n'ont pas parlé de la grotte. Donc, c'est pas sûr qu'il y ait une marque pour les Chachamim avec la grotte. Ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Attention, c'est juste par rapport à l'arbre. Pour l'arbre, les Chachamim, eux, disent, écoute,
tu as une frontière, tu la vois, la frontière, tu es sur ton arbre, mec, Jérusalem, c'est là, quoi. Rabbi Yehuda dit, oui, je vais bien que Jérusalem, c'est là. Mais cet arbre-là, il est de Jérusalem, je suis à l'extérieur. Parce que si on dit que la limite s'évalue selon la fonction, on comprend bien pour un Miklat, c'est-à-dire qu'il y a, comme c'est Miklat, comme c'est de l'habitation, Voilà. on va vers l'habitation. C'est beaucoup plus aride, quelque part, cette notion pour Jérusalem. On reste. Ça veut dire que Rabbi Yehuda et Chachamim n'ont pas la même conception de la Kedusha de Jérusalem. Parce que ça veut dire ce qui fait la Kedusha de Jérusalem. Tu as tout à fait raison. Enfin, on n'a pas terminé, hein, mais ça voudrait dire à cet endroit-là que il y a quelque chose de comparable à la protection d'Aré Miklat et pour Rabbi Yehuda et la Kedusha de Jérusalem. Ce qui fait que c'est une ville de refuge, c'est que c'est une ville, c'est un lieu d'habitation. Mais la même chose qui fait que Jérusalem est sacrée, c'est que c'est une ville, c'est un lieu d'habitation. Donc, tout ce qui est lieu d'habitation, c'est tout. C'est pas la frontière, elle est là pour mettre une limite, d'accord. Mais tant que cette frontière existe et qu'elle a créé un lieu d'habitation qui sort dans tous les sens, c'est pas grave, c'est mon lieu d'habitation. Alors que les Chachamim voient quelque chose de beaucoup plus formel, une sorte de Kedusha qui serait invisible. Il y a une sorte de limite comme ça. Là, donc, ça peut s'entendre. Hein. C'est une conception de la sainteté qui est très différente, effectivement. L'une qui serait fonctionnelle et l'autre qui serait formelle. C'est bon? Alors, la Gemara n'aime pas trop cette explication-là. En vérité. Et mort, tu n'as qu'à dire. Des schémas, les Rabbi Yehuda, Gabé Maaser, les Khumra, que ce que tu as entendu de Rabbi Yehuda, il ne l'a dit que les Khumra. Quand il te dit, tu sais quoi, tu vas d'après le Nof, en parlant de Jérusalem, donc l'arbre qui se trouve d'un côté ou l'autre de Jérusalem et qui a le branchage de l'autre côté, va d'après le branchage. Il n'est pas en train de dire, de donner une sorte de règle absolue. Tu vas toujours d'après le branchage. Il est en train de dire, va d'après le branchage quand il s'agira d'une khumra, c'est-à-dire quand ça vient t'apporter, la traduction de khumra, c'est un peu difficile, une rigueur. C'est que si à cause de cela, tu as une rigueur dans la loi, tu vas respecter la rigueur. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu. C'est que quand je suis dans une situation comme ça de doute, ou je ne sais pas, d'indétermination, alors il y a une règle qui peut s'entendre qui est de dire, écoute, c'est à la fois l'un, à la fois l'autre. Tu sais quoi? Ça fait que... Alors, soit c'est un safek, soit c'est une indétermination. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Ça veut dire que je ne sais pas. Soit je ne peux pas savoir simplement. C'est-à-dire c'est un endroit indéterminé. Donc, qu'est-ce que je fais dans un cas pareil? Je peux très bien dire, la règle qui va s'appliquer, c'est que je vais suivre la rigueur, de manière à ne pas m'autoriser quelque chose qui risquerait d'être interdit. Je vais choisir la règle la plus rigoureuse. C'est-à-dire que si, en disant que le branchage est à l'intérieur ou à l'extérieur, ça m'autoriserait quelque chose que je n'aurais pas le droit de faire, non, je ne vais pas dire ça. Par contre, à l'inverse, si en disant que le branchage se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur, ça m'interdit quelque chose, alors là, par contre, je vais le respecter. D'accord? Expliquer. Donc, c'est quand Rabbi t'a dit le Nof, il n'est pas en train de te donner une règle absolue. Il part d'un principe qui est normal. Que quand tu es à Jérusalem, du moment que tu es à Jérusalem, point, c'est tout. Et qu'en vérité, cette question ne se pose pas. Si je suis sur le tronc d'un arbre à Jérusalem, je suis évidemment à Jérusalem, même si le tronc, même si les branches sont à l'extérieur. Et si à l'inverse, il y a une sorte d'évidence. Maintenant, si les branchages vont aller dans un sens ou dans l'autre, et qu'à cause de ça, je me dis oui, mais alors si je devrais déterminer l'arbre en fonction de ça, ça devrait m'interdire, alors là, je vais respecter l'interdit. Donc, je vais me rajouter des interdits. Je ne vais pas m'autoriser quelque chose. On va expliquer. Hein. Vous allez voir que pour ça, il faut juste rentrer un peu plus dans les détails. Il y a quelque chose d'un petit peu étonnant quand on cherche un truc de masser compliqué comme ça. Bon, on ne va pas selon les règles de propriété que je ne connais pas, hein, mais je ne sais pas si on a une cour tous les deux. Parce que, voilà, on a dit, parce que le problème n'est pas de savoir à qui appartient l'arbre. La question est en quoi l'arbre est un lieu d'habitation et à quel lieu d'habitation il correspond. Quel statut. Une sorte d'habitation. Et ça, c'est comparable pour Maaser. Mais justement, ce n'est pas une habitation du tout. Pour Maaser, c'est où je suis localisé. L'habitation, c'est un terme un peu fort. C'est un terme de localisation. C'est-à-dire un homme qui se trouve sur le tronc ou qui se trouve sur les branchages, je pose exactement la même question que je sois dans Maaser ou dans Ein Miklat. Où est-ce qu'il est? Il est à droite ou il est à gauche de la frontière? Pour la question de la propriété, ce n'est pas la question est-ce que la personne qui se trouve sur l'arbre, il est à droite ou à gauche, je m'en fiche. La question, c'est les fruits qui ont poussé à qui ils appartiennent. Ce n'est pas une personne
qui se situerait. Donc, c'est beaucoup plus proche la question du maaser que la question de la propriété. Ce n'est pas une question de propriété du tout ici, en vérité. On s'en fiche à qui appartient l'arbre, au fond. La question, c'est de savoir, en termes effectivement de fonction de localisation, où je suis localisé. Et donc, le tronc qui va déterminer la localisation, est-ce que c'est les branchages qui vont déterminer la localisation? Je ne sais pas si dans le monde d'aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu comparable. C'est des questions qui ne sont pas de la halakha. Pas des questions propriétaires, des questions de simple localisation. De droit, avec un arbre qui est juste notre jardin, est-ce qu'on peut couper les branches? Alors, ça, c'est une question de propriété. Ce n'est pas une question de localisation. Oui, c'est plutôt une question de statut, quoi. Est-ce que c'est les impôts de la ville ou les impôts de la conurbation, quoi? Là aussi, c'est une question de propriété. Oui, mais en fait, quel est le statut c'est une question à qui appartient l'arbre. La question, ce n'est pas du tout de savoir à qui appartient l'arbre, c'est la personne qui serait sur l'arbre, où est-elle localisée? À un moment, vous voulez dire des impôts, quelqu'un qui habiterait dans un arbre, de quel côté il paye les impôts? Cette taxe d'habitation. Voilà, de quel côté il paye cette taxe d'habitation? sur un arbre. Non, mais si vous avez un petit lopin de terre, est-ce qu'il appartient à vous payer les impôts sans être propriétaire, mais locatif de la ville ou bien du district? Alors, pour un lopin de terre, il n'y a pas de question. Mais quelqu'un qui construit une cabane dans un arbre, par exemple, voilà, une cabane dans un arbre, il serait considéré comme habitant de. Vous avez un arbre qui est à côté de la frontière suisse, à côté de la frontière française. Et le tronc, il est en France, les branches sont en Suisse. Donc, encore une fois, la question ne serait pas du tout une question de propriété, à qui appartient l'arbre, mais à qui est-ce qui paye les impôts? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on pourrait poser comment ça fonctionnerait dans un cas pareil. Alors, ce qu'on va dire, puisque les branchages, ils sont très grands, il a une très belle cabane qu'il a construite, mais bon, il a le tronc en France. Hein. Est-ce qu'on va dire qu'il est en Suisse ou pas? Là, c'est une question de localisation, effectivement. Est-ce que les deux propriétaires ne veulent pas ces arbres? C'est pour ça, nous, c'est pas demander à l'autre. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Donc, c'est bien un cas où ils sont tous les deux d'accord. Ou mieux, un cas de FKR où ça appartient à personne, etc. C'est pour ça que ce n'est pas notre problématique. On n'est pas dans une problème de propriété. D'accord? Les deux côtés, imaginez-vous quelqu'un où les deux côtés de la frontière lui appartiennent. Il a acheté un lopin de terre qui est sur la Suisse et sur la France. Ça existe en plus, c'est vrai. On peut trouver comme ça des terrains qui sont moitié-moitié. Un grand terrain de golf comme ça qui fait la France et la Suisse. Et tout appartient au même propriétaire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'arrange en termes de droit. C'est pas intéressant de. Mais entre les deux, comment est-ce qu'il fait pour savoir il est résident d'où en fait? Voilà, c'est une question de résidence. Voilà le terme, c'est la résidence. La propriété, c'est un problème de résidence. Est-ce que la résidence, elle dépend du tronc? Est-ce qu'elle dépend des branchages? Ou en fait, elle dépend ni de l'un ni de l'autre, elle dépend d'une sorte de frontière virtuelle. À mon avis, c'est plutôt vers ça je pense aujourd'hui. Je pense que c'est la frontière virtuelle. Je pense que c'est plutôt ça. Imaginez qu'il y a une sorte de. Je ne sais pas, honnêtement. En tout cas, la Gemara nous a montré que pour Rabbi Yehuda, en tout cas, et semble-t-il d'après tout le monde, pour les villes de refuge, même pour Rabbi Yehuda, même pour le Maaser, ce qui va déterminer la résidence, c'est le branchage. Mais même la résidence sur l'autre partie de l'arbre, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Gemara va dire, mais attends, mais Rabbi Yehuda, il t'a jamais dit ça. Qui t'ont dit, tu vas suivre le branchage, il n'est pas en train de te dire, tu vas suivre le branchage et amener le tronc avec lui. Il ne t'a pas dit ça. Il t'a dit, tu vas suivre le branchage, le khumra. C'est la Gemara. Ikaro Bachut. Oui, vous avez encore une question. Oui, on ne peut pas appliquer le khumra de Raïta et Kula de Rabanan? C'est pas, ça s'applique pas. Là, on n'a que du de Raïta. Uniquement, oui. OK, bon. Donc Ikaro Bachut, Benofo Bifnim. Si j'ai mon tronc à l'extérieur et mes branchages
à l'intérieur. Donc, d'après ce que nous, on a compris, il est considéré comme étant à l'extérieur. Donc ça voudrait dire qu'il n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni. Bien que le branchage soit à Jérusalem, mais puisque le tronc est en dehors de Jérusalem, nous, on avait compris qu'il n'a pas le droit. On dit non, c'est peut-être pas ça que tu dis, Rabbi Yehuda. Qui est des Begoufo le Maaser Paris? De la manière que dans son tronc, excusez-moi, oui, Nofo, qui est des Benofo le Maaser Paris, de la manière que dans ses branchages, il ne peut pas parik échanger, c'est racheter l'argent. Je vous ai dit, il y a deux règles. Il y a où est-ce que je peux manger et où est-ce que je peux racheter. Ce sont deux règles qui sont l'une à l'opposé de l'autre. Là où je peux racheter, je ne peux pas manger. Là où je peux manger, je ne peux pas racheter. D'accord? Donc à Jérusalem, je peux manger, je dois manger le Maaser Sheni, mais je ne peux plus le racheter. À l'extérieur de Jérusalem, je n'ai pas le droit de manger le Maaser Sheni, je ne peux pas encore le racheter. Donc, si mon tronc est en dehors de Jérusalem, mes branchages sont à Jérusalem, alors je vais dire la chose suivante. De la même manière que sur le branchage, il y a une règle de Khumra. Quelle est la Khumra? C'est que je n'ai plus le droit de racheter à ce moment-là. Donc, je ne peux pas racheter le Maaser Sheni dans les branchages puisqu'il se trouve à Jérusalem. D'accord? Alors, je vais appliquer la même règle au tronc. Que le tronc, bien qu'il soit à l'extérieur, je lui applique la Khumra. Si je me trouve juste sur ce tronc-là, je ne pourrais pas racheter. Je vais lui appliquer effectivement une règle de Jérusalem, parce que c'est une règle contraignante. Dans l'autre sens maintenant, s'il a le tronc à l'intérieur et les branchages à l'extérieur, alors je ne vais plus du tout maintenant pour la question de racheter, je ne vais pas du tout faire ce qu'on a dit là, on va faire l'inverse. De la manière que dans les branchages, il ne peut pas manger sans avoir racheté, donc c'est la khumra seulement que j'applique, seulement la contrainte. De la manière que dans les branchages, il ne peut pas manger sans avoir acheté, d'accord? Eh bien, dans le tronc non plus, il ne pourra pas manger sans avoir acheté. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire si je me trouve près du tronc et que les branchages extérieurs, le tronc est à l'extérieur, et que je suis près du tronc, donc on a dit, je vais appliquer la règle du branchage. C'est quoi la règle du branchage? C'est que je ne peux plus racheter. Mais est-ce que j'ai le droit de manger? Non, je n'aurais quand même pas le droit de manger. J'ai appliqué les deux contraintes. Et en réalité, dans le sens aussi. Donc voilà ce que dit Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Yehuda étudie Aleph Achar Nofo, tu suis les branchages pour t'ajouter une contrainte, mais certainement pas pour te donner une autorisation. On a rempli ça, il faut que nous expliquions de Mishnayot. En quoi ça pose problème de Mishnayot? La Mishnah Baré Miklat, elle n'a rien à voir. C'est les règles d'Aré Miklat. Comme on va voir, c'est ce qu'on va dire après. C'est ce qu'on va dire. Il faudrait que tu expliques pourquoi dans ton cas-là, il a dit qu'on est tout en marqué, et pas dans Aré Miklat. La Gemara va dire que dans Aré Miklat, on ne peut pas faire ce principe-là. Pourquoi? Parce que dans le Maaser Sheni, c'est juste la suite de la Gemara. Dans le Maaser Sheni, j'ai à chaque fois, quand je regarde l'intérieur et l'extérieur, une contrainte, et l'inverse d'une contrainte, et une facilité. Voilà. J'ai une autorisation et une interdiction à faire ça. Donc, je suivrai tout le temps la contrainte, c'est-à-dire que des deux côtés, je prendrai l'interdit, la partie interdite. Mais pour la ville de refuge, je n'ai pas ces deux côtés. J'ai ici, on a le droit de le tuer, ici, on n'a pas le droit de le tuer. Point, c'est tout. Tu as le droit de le tuer, mais tu n'as pas le droit ceci. Et là, tu n'as pas le droit de le tuer, mais tu as le droit à cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Donc, j'ai qu'une seule règle, en fait, dans la ville de. Donc, tu pourras pas dire ça, la ville de refuge. C'est exactement ce que la Gemara va dire juste après. Donc, pour ce que dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda n'a jamais parlé de la ville de refuge, il n'a parlé que de Maaser. Moi, j'ai une Mishnah qui m'a parlé de la ville de refuge, d'accord? Je dis, tu vois, ça marche très bien avec Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, lui, ce qu'il te dit, il te dit sur Maaser, ça s'entend parce qu'on est en train de faire des khumrot. Évidemment, tu appliques la contrainte de côté parce que tu ne veux pas te retrouver en situation de risque d'avoir fait quelque chose qui n'est pas juste. Très bien, voilà, ça marche. Mais pour la ville de refuge, ça ne marche pas du tout. Pour le deuxième, justement, ça, c'est la ville de refuge. Ce cas-là, c'est le cas de la ville de refuge. Ce que vous dites, c'est la Gemara. La Gemara va dire, c'est sûr que Rabbi Yehuda ne va pas l'expliquer comme ça. Ah, exactement. Je suis dit, votre question. Il n'est pas ma requête. C'est que ça va nous trouver. Rabbi Yehuda, ce qu'il dit, on dit, bah, tu vois bien, il y a une cohérence totale, Rabbi Yehuda, la Mishnah, etc., ça fonctionne très bien. Il dit, mais non, ça ne tient pas la route, un truc. Ce que Rabbi Yehuda dit, c'est la contrainte. Pourquoi c'est tellement évident? Et pourquoi vous ne le direz pas vraiment comme pour la ville de refuge? Parce que le fait qu'on explique comme ça Rabbi Yehuda,
parce qu'on a choisi de l'expliquer sous forme de contrainte, ça va nous mettre à mal maintenant l'histoire de la ville de refuge, parce que je ne peux pas faire ça. Tu n'as qu'à dire que non, vraiment, Rabbi Yehuda, il pense que la règle, elle est tout le temps pareille. Il y a Tosfot là-dessus, on ne va pas le faire. Il dit parce que ça serait une marloquette, d'après Tosfot, une svara comme ça, qui serait absolument polarisée, ce qui est très rare. C'est-à-dire quoi absolument polarisée? Ça veut dire que la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, elle serait totale dans tous les cas, c'est-à-dire pour le rachat et pour la consommation du maaser. C'est-à-dire là où Rabbi Yehuda dit que je peux racheter, mais je ne peux pas manger, les Chachamim vont dire tu peux manger et tu ne peux pas racheter. Et là où et ça crée une situation qui est trop exagérée, trop forte d'une certaine façon. Alors c'est beaucoup. Alors, en fait, il y a une muraille. On va trouver que la muraille, là, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. La svara de Chachamim paraît quand même assez logique. Alors, le Rabbi Yehuda nous dit mais non, tu sais quoi, bien que ce soit Jérusalem, etc. Alors tu es en plein Jérusalem, sur des branchages. Ah non, tu peux là faire ton pigeon. C'est bizarre, tu vas mettre à Jérusalem. Et à l'inverse, tu es en dehors de Jérusalem, tu es en train de manger le maaser sheni. C'est quelque chose de bizarre. Ce serait étonnant que Rabbi Yehuda dise ça. Donc ça paraît assez logique de dire qu'au contraire, quand il te dit la Racharnofo, lui-même qui t'a dit pour la grotte que tu vas bien d'après l'entrée. Et vous avez dit, alors, encore d'après le Rambam, ça s'entend parce que ce n'est pas vraiment comparable. Hein. L'entrée d'une grotte et le tronc d'un arbre, c'est pas vraiment comparable, puisque on parlerait en dessous du 2. Mais pour Rashi, la plupart des Mfarshi, ou dans les deux cas, c'est ce qui me donne accès. Tu ne peux pas arriver à la grotte sans passer par l'entrée, tu ne peux pas arriver au branchage sans passer par le tronc. D'accord? Enfin, je ne sais pas, pourquoi pas, on peut imaginer des branchages qui seraient très bas. Mais l'idée, c'est que il y a un lieu d'accès. Donc, ça paraît assez évident ce que dit Rabbi Yehuda, ça va aller comprendre. Mais ça pose le problème que vous avez très bien dit. Mais cette façon de comprendre Alech Acharanov, pas d'après le branchage, ça ne fonctionne pas dans le Miklat. On va lire dans les mots. Et là, Gabar et Miklat, mais pour les villes de refuge, Bishlama, ça va bien, je comprends. Ikaro Bachutz, Venofo Bifnim. Si le tronc se trouve à l'extérieur, les branchages à l'intérieur, la manière que dans les branchages, il n'a pas le droit de le tuer, mais là, j'applique la contrainte. D'accord? J'applique la contrainte, c'est-à-dire que je vais dire au Goël Adam, ah non, tu ne le tues pas. Il dit, mais il est sorti de la ville de refuge. Non, il est encore dans un arbre dont les branchages sont à l'intérieur. Donc, c'est une contrainte pour le Goël Adam. Je vais lui interdire quelque chose qu'il aurait le droit de faire autrement. Donc, ça va, j'entends. Je lui dis, écoute, tu le tues là, alors que tu vas mettre les branchages. Il est un petit peu dans la ville de refuge quand même, donc ne le touche pas. Ça marche. Mais dans l'autre sens. Et là, Ikaro Bifnim, Benofo Bachutz, mais si le tronc est à l'intérieur et les branchages à l'extérieur, qui est des Benofo Matsie Katilé, de la même manière que dans le branchage, il peut le tuer Bekaron Ame Katilé, tu vas me dire qu'il aurait le droit de le tuer alors qu'il se trouve dans la ville de refuge près du tronc. D'accord? Ha, Gavai, Kae. Pourtant, il est dans la ville et le Rotseach, le Goël Adam, serait obligé de rentrer dans la ville de refuge. Il aurait le droit de rentrer dans la ville de refuge pour aller tuer quelqu'un. Ça paraît impensable ton truc. Donc, tu es en train de me dire, tu sais quoi, les branchages sont à l'extérieur. Lui, il est sur le tronc dans la ville de refuge et le Goël Adam, il aurait le droit de rentrer dans la zone là et de le tuer. Ça paraît pas possible. Oui, mais tu vois bien, les branchages sont à l'extérieur. C'est comme s'il était extérieur. Non, il n'est pas à l'extérieur. Arrête. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on remet complètement en question la lecture première qu'on a eue de la Mishnah. Quand on dit Olech Acharanov va d'après le branchage, que la totalité de l'arbre va d'après le branchage, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Comment? Il séparerait Oui, mais la Mishnah l'a dit. La Mishnah a dit Olech Acharanov. Donc, il faut quand même comprendre le sens de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? De la comprendre de manière simpliste en disant tu considères l'entièreté de l'arbre en fonction de ses branchages. Ça marche dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre sens. Je peux comprendre dans un sens, dans l'autre sens, c'est inimaginable. D'accord? Alors, on revient à Marava. Donc, Rabba va proposer l'explication. Beikaro, dans le tronc, des coulées alma à l'appliquer. Personne ne discute. Des lamat sekatil qu'on ne peut pas tuer. D'accord? Voilà. Exactement. Un cas où si le tronc est à l'extérieur, les branchages sont à l'intérieur, on a dit, là, tu tiens compte des branchages.
Si le tronc est à l'intérieur, les branchages sont à l'extérieur, non, tu ne vas pas donner des branchages. C'est sûr que donc, en vérité, dans le tronc, tu ne pourras jamais le tuer. Alors, Kipligué, donc là où il y a une discussion, Bemeheve Ikaro Darga Lenofo. Quand le tronc va servir de darga, c'est-à-dire de moyen d'accès au branchage. Marsave Ikaro Darga Lenofo, Marsava Love Ikaro Darga Lenofo. L'un pense que le tronc est à considérer comme un échelon, quoi, une marche pour arriver au branchage, et l'autre va dire non, on n'a pas considéré ça, que le tronc sert de darga, sert de marche-pied, je pense que c'est de marche pour le tronc. Du coup, là, ça va mieux pour Rachid et moins pour un. Vas-y, explique. Parce que pour Rachid, on reste dans l'idée, on est dans les branchages. Alors pour le Rambam, pourquoi ce serait une darga? Enfin, c'est un peu plus. Alors, peut-être pour le Rambam, ça voudrait dire, on parle ici uniquement de ce cas-là. C'est-à-dire, si tu vas habiter dans le. Jusqu'ici, on parlait d'être en dessous. Maintenant, si c'est pour monter sur. C'est pour ça que l'opinion du Rambam, elle est légèrement pas suivie. Voilà. Compréhensible. Voilà, il y a plus simple, c'est l'opinion de Ravaché. Ravaché en bas, quand tu lis la Mishnah, il ne faut pas comprendre les Acharanov, il faut suivre le Nov tout le temps. Maï Acharanov, quand on te dit tu dois suivre le branchage, Af Acharanov. C'est comme c'est écrit, suis aussi le branchage. À toi de réfléchir quand est-ce que tu suis le branchage ou pas. Et puis ça a réglé tout le problème. C'est très amusant, et ce n'est pas la seule fois que vous imaginez bien dans la Gemara où ça arrive. On a complexifié le problème, on l'a rendu quasiment très alambiqué pour le résoudre avec une pichinette, quoi. Tu sais, la Mishnah, quand tu as dit suis le branchage, ça veut dire suis aussi le branchage parfois. À toi d'avoir l'intention de savoir quand. S'il s'agit de ne pas tuer le rotséar, suis le branchage. S'il s'agit de tuer le rotséar, non, je ne suis pas le branchage. D'accord? En fait, ça veut dire qu'il y a différentes façons de voir les limites. Le droit de la propriété, où là tout est sec. Il y a Aramiklet, où c'est. Voilà, c'est possible ça. Entre les deux, il y a tout ce qui est. Alors, c'est quand même comparable. Pour Rabbi Yehuda, en tout cas, oui, et pour les villes de refuge, et pour la notion de Kedusha et la notion de sainteté de Maaser, c'est pas une limite aussi simple, voilà, clairement déterminée comme ça. Voilà. Tu peux être là sans être là, et ça va dépendre. Voilà. C'est pas pour Maaser, c'est peut-être d'ailleurs, c'est pas écrit, c'est toutes les mitzvot de Baaretz, Shemitah, etc. C'est les mitzvot qui vont dépendre, pas toutes les mitzvot qui sont ici dans l'État d'Israël sont liées à une contrainte de localisation. Et de ville. Voilà, pour les Kabbalot, ça va être ça. Les Kadashim Kalim, on va manger dans Jérusalem, on aura la même problématique. Après, il y a encore un autre type de limite, c'est le Troum Shabbat. Là, on est encore plus large quelque part. Le Troum Shabbat. Parce qu'on va dire c'est à partir de la dernière habitation, compte 70. Quelque part, on est plus. Non, si juste à cet endroit-là, tu as encore un arbre, voilà, et peu importe. Oui, mais tu ne peux pas monter sur l'arbre. Shabbat. Bon. C'est pas ça. Non, pour moi, c'est évident qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. C'est-à-dire, il y a une réflexion qui est très, très à comprendre telle qu'elle. C'est une vraie question. C'est-à-dire, j'ai un arbre a deux éléments. D'accord, le tronc et les branchages, les éléments sont très importants. L'un, c'est l'élément qui donne la vie. Donc, je détermine une chose en fonction de son origine. L'autre, c'est son avenir, c'est son déploiement, c'est sa forme, c'est sa taille. M. Morali disait tout à l'heure, l'image que j'ai de l'arbre va beaucoup plus dépendre de la taille de ses branchages. Et que si c'est le tronc que je vois dans l'arbre, c'est qu'en fait, il n'a aucun branchage. C'est un arbre vide, d'accord? Mais un magnifique arbre, il y a des arbres où vous ne voyez quasiment rien du tronc, d'ailleurs. Mais pourtant, vous avez un branchage gigantesque. Donc, voilà l'exemple type une sorte de. On possède tout ça, c'est-à-dire ce qui fait mon origine, mes racines, et puis ce que je deviens, ça peut être mes actions, par exemple, mon aura, mon nom, ma renommée, etc., ou bien mes enfants, c'est-à-dire ce qui vient après moi. Le mot branchage peut prendre plein de sens. Et on déterminera une chose, un être, en fonction de son origine, en fonction de ce qui va devenir, d'accord?
Alors, pas dans toute chose, pas en termes de propriété, ce que tu es, tu es ce que tu es, d'accord? Et on imagine une limite, c'est comme ça bien qui monte au ciel de manière virtuelle. Par contre, quand il s'agira de ce qu'on appelle de fonction, de protection, de kedusha, où est-ce que je suis dans mon chez-moi? Il est où mon chez-moi? Et le chez-moi, parfois, c'est ça qui est intéressant à entendre, ce n'est pas nécessairement ma racine. C'est tellement plus facile de dire mes racines, c'est mon identité, d'accord? Ça nous oblige à nous. Et l'habitude, comme si on avait fait exprès de nous projeter dans une identité, dans une localisation, dans une résidence qui va s'avérer fausse au bout du compte, d'accord? On dit non, tu ne peux pas aller imaginer que c'est toujours en fonction des branchages, d'accord? Non, c'est sûr que non, tu ne vas pas tuer quelqu'un juste en fonction des branchages, d'accord, je ne le fais pas. Mais ça m'a permis quand même de le dire et d'affirmer, de projeter cette idée-là que on va déterminer la résidence de quelqu'un, non pas en fonction de son origine, mais plutôt en fonction de son avenir, de son déploiement, de son développement, etc. Pour dire, non, mais tu ne pourras pas faire ça tout le temps dans la vie. D'accord, attention, tu ne vas pas tuer quelqu'un au nom de ça. Oui, mais ça a du sens. Et ça a du sens et pour la Kedusha, et pour la vidéo. Quel est ma zone de confort, mon lieu de protection, ma ville de refuge, chez moi, dans mon origine, chez mes parents, dans ce qui me ramène, je sais pas, ma tradition. Prenez mes racines, mon tronc, ce que je suis, ce que j'ai vécu moi-même, etc. Et tu dis non, peut-être que c'est pas du tout ça ta vraie zone de refuge. Si l'endroit vers lequel tu projettes, si ce que toi tu as créé est un endroit qui n'est pas protégé du tout, et un endroit qui est très risqué, donc tu viens d'un endroit très protégé, mais finalement ce que tu fournis, ce que tu déploies, quelque chose qui est très risqué, tu es risqué en vérité, tu es en danger. Mais c'est bon, j'ai des bonnes racines, ça ne change rien, puisque l'essentiel de ton déploiement, il est à l'extérieur. Là, on parle bien des branches qui tiennent encore autour. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que c'est intéressant. Non, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire, et inversement, quelqu'un qui va dire j'ai une origine qui est risquée, qui est faible, qui est dangereuse, qui n'est pas équilibrée, etc., etc. Mais par contre, j'ai réussi à fournir quelque chose qui est dans une zone de refuge, très bien. Et ben, tant mieux pour toi, voilà, tu es protégé en vérité. Oui, mais je me sens vaciller sur mes racines, c'est pas grave. Voilà. Alors, en termes de Kedusha, le sacré, la relation à Dieu, etc. Je n'ai pas des racines qui sont dans le lieu de la sainteté. Ce n'est pas grave. Là où tu te déploies, c'est la sainteté. C'est ça qui compte en vérité. Où tu es localisé. Alors, après, on va dire, non, alariquement, non, ça fonctionne vraiment comme ça. Attention, on ne va pas te permettre de faire des choses, etc. Mais la Gemara va aller jusqu'au bout de cette idée-là, sur laquelle elle va revenir, pas sur le fond. À aucun moment, on a eu très peu de svarot, d'explications dans le Gemara qu'on a eu. On a eu deux explications, une pour expliquer la ville de Jérusalem et une pour expliquer la ville de refuge, qu'on a donné au tout début. Et bien qu'on ait changé la halakha, on n'est jamais revenu sur les explications. Elles sont restées en vérité. Jérusalem, ce qui détermine, c'est la choma. La Torah, elle t'a donné une choma, donc tu respectes la choma. Alors que la ville de refuge, ce qui détermine, c'est le lieu de résidence. D'accord? Et la Gemara l'a dit, le lieu de résidence, c'est plus les branchages que le tronc. Donc finalement, on n'est pas revenu sur les svarot. Donc pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces halachot-là? Parce que tu ne vas pas mettre quelqu'un en danger de mort alors que tu vois bien qu'il est quand même en ville de refuge. D'accord? On va pas. On va dire, c'est presque un problème, je vais dire technique. Mais c'est-à-dire, tu vas faire dépendre la vie de quelqu'un ou des halachot dans des situations tellement compliquées. Écoute, fais la khumra et puis c'est tout. Mais dans le principe, oui, ça s'entend. Et ça nous oblige à sortir de nous-mêmes. C'est ça qui m'intéresse. C'est que en termes de propriété, on a dit en termes de propriété, c'est là où se trouve l'arbre qu'appartient l'arbre, d'accord? Mais en vérité, même pour la propriété, une fois que l'arbre il va de l'autre côté, j'imagine qu'il y a une frontière qui coupe les branches. Alors que pour la ville de refuge, les branches qui sont de l'autre côté entraînent le tronc avec elles. Je ne sais pas, vous avez certainement entendu cette histoire-là. Il y avait un jour des tables de chassidim, de grands admorim, de réunions de grands rabbis chassidiques, et chacun faisait l'étalage de son pédigré. Je suis rabbi un tel, fils de rabbi un tel, fils de rabbi un tel, fils de rabbi un tel, etc. Il y a un, moi je suis rabbi, etc. Il y en a, il arrive, il dit, moi, mon père, il était tailleur. Mon fils, ce sera un rabbi, mon petit-fils, ce sera un rabbi, mon arrière-fils.
C'est-à-dire que d'être par rapport à ses parents, on dit non, c'est faux. Tu es par rapport à tes enfants. On n'est pas habitué à ça. Il y a plein de preuves du contraire de ce que j'ai en train de dire. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toute notre identité, elle vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Très bien. Excellent exemple. Où on hérite de nos enfants. C'est un cas très particulier, on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, mais tu as tout à fait raison, avec l'histoire des deux générations, où c'est en fonction des enfants que le père ou grand-père ou l'arrière-grand-père se retrouve hérité. C'est un exemple intéressant. Là, c'est les enfants qui déterminent en fait mon identité. Alors ça voudrait dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les parents de nous. C'est parce que le peuple d'Israël existe qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov prennent sens. C'est nous qui donnons a posteriori, comment il appelle ça, Bergson, le mouvement rétrograde de la vérité. Ouais. C'est a posteriori que les choses prennent sens. Alors, nous, on n'est pas dans la posteriori, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est même pas dans la posteriori. Pour l'instant, les deux choses existent. C'est Maaseh Labanim, Siman Lahavot. Exactement, c'est les actions des enfants qui vont donner sens aux parents. Et on dira Taraï dans la Soukot, il faut absolument couper. On garde juste le 9. C'est vraiment. Voilà. Je trouve que Zegma est intéressante parce que, comme très souvent, beaucoup de marottes s'intéressent aux limites. Je sais très bien où se trouve. Mais les limites, c'est les limites dans le temps, les crépuscules, c'est tous ces moments-là, comme ça, qui sont ces moments, ces lieux qui sont dans l'entre-deux, c'est des actions qui sont dans l'entre-deux. C'est ça qui intéresse Agmara. Et Agmara pousse l'idée qui est contre-intuitive, de dire c'est ce que devient l'arbre qui détermine l'arbre, et pas de la terre où il est enraciné, son terreau, ses racines, etc. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup.